Alors bonsoir, bienvenue à la Cinémathèque Suisse. Alors, avant de céder la parole à notre cher Hervé Dumont, je tenais quand même à dire deux mots en tant qu'institution. Alors il est vrai qu'Hervé a quitté la direction de cette institution il y a quelques années, mais je vous rassure, elle est toujours avec nous. Et je tiens d'ailleurs à le remercier pour cela. D'une part parce que il est souvent dans nos archives pour les consulter, pour créer ces objets, ces beaux livres. D'autre part parce qu'il est toujours à notre disposition pour nous donner des sages conseils et pour nous rappeler souvent des souvenirs importants liés à l'histoire de cette institution. Il a d'ailleurs récemment déposé une partie de ses archives aux archives de la Cinémathèque. Et puis, ça, c'est... Le reste suivra après ma mort. Voilà. Non, ouais, bon, écoute. De toute façon, tu es là, c'est bien comme ça. Et puis, bon, ça, c'est une touche personnelle. Il est vrai que ces publications, surtout l'histoire du cinéma suisse, mais aussi l'antiquité dans le cinéma, moi, je les ai à côté de moi, au bureau, mais aussi à la maison, parce que il s'agit vraiment de sources très importantes pour nous, programmateurs, des sources d'inspiration, mais aussi des sources d'information. Donc, elles ne nous quittent jamais, malgré le fait qu'elles sont un peu lourdes, donc on ne peut pas les amener en vacances. Mais enfin, en tout cas, merci beaucoup Hervé. Je tenais aussi à dire qu'on a réfléchi, quand on a parlé de ce projet avec Hervé Dumont, on a réfléchi à une programmation consacrée à la figure de Napoléon dans l'histoire du cinéma, mais on a préféré attendre un petit moment. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelques mois, après à peu près 10 ans de recherche, Francis Ford Coppola et la Cinémathèque française ont enfin lancé le projet d'une nouvelle restauration, en tout cas une première restauration numérique du Napoléon d'Abel Gance. Donc on s'est dit, on va quand même attendre de voir, revoir, découvrir ou redécouvrir cette œuvre pour proposer un cycle bien réfléchi en compagnie d'Hervé Dumont sur la figure de Napoléon. Et j'ai tout dit. Très bien, très bien. Donc, mais je garde ici le livre oui. pour le montrer comme il faut. Tu veux une grue? Bon, très bien. Écoutez, puisqu'on en est, il faut commencer par le plus important, savoir les remerciements. Et là, évidemment, je vais commencer par remercier la Cinémathèque de s'être lancée avec nous en tant que coéditrice, comme elle l'avait déjà fait pour l'Antiquité au cinéma et puis le Jeanne d'Arc au cinéma. Donc, c'est une jolie aventure. Et puis, alors, profitez de saluer ici et de remercier nos éditeurs d'Idées Calantes. Attention, Olivier Dault, où es-tu? C'est le monsieur là qui lève la main. Et puis, il y a aussi Didier Coigny. Où est-il? Il est là au fond. Donc, merci beaucoup de s'être aventuré dans cette histoire un peu folle. Je vous en parler très rapidement après. De nous avoir soutenus avec enthousiasme. Tout en se tenant, je pense, un petit peu aux chaises, parce que c'était quand même risqué. J'aimerais beaucoup remercier pour un soutien particulièrement efficace et concret Marie-Claude Jequier, qui est là. À côté d'elle, il y a René Offand, qu'on n'a pas besoin de présenter, qui l'a gentiment accompagné. Il faut aussi que je remercie Anne-Catherine Lyon, qui s'excuse, qui voulait venir, mais qui est prise ailleurs. Accessoirement, remercie évidemment les institutions qui ont financé ce projet, à savoir l'État de Vaud, la Loterie Romande, la Fondation Lénart, la Fondation de famille Santo, un financement, donc, oui, la Société académique vaudoise, bien sûr, j'avais oublié. Donc un financement entièrement helvétique, c'est amusant compte tenu du sujet. Cela dit, je salue et remercie aussi nos amis à Paris, la Fondation Napoléon, et puis aussi l'Institut Napoléon de l'Université de la Sorbonne, qui ont parrainé tout le projet, aussi stratégiquement, et qui ont, si vous voulez, c'est la garantie scientifique. Cela dit, attention, je vais voir si j'ai absolument rien oublié. Je ne crois pas. Effectivement, ce financement nous a permis, disons, de vendre ce livre à un prix qui bat tous les records, 39 € et 39 francs suisses, pour un livre qui fait 724 pages, soit 100 pages de plus que ce qu'a annoncé 24 heures ce matin.
900 photos, presque 3 kilos. Voilà, donc c'est pas mal. Cela dit, la fabrication elle-même était une sacrée aventure. Je ne vous parle pas des décennies de recherche que ça a demandé. Bon, ça va de soi. Il y a eu deux années de rédaction à proprement parler. Et ensuite, à partir de janvier, une course contre la montre, une mise en page que nous avons fait avec ma femme à la maison. Elle a préalablement scanné 1600 documents. Et voilà, et on l'a terminé, on a pu le donner en juillet à l'imprimerie en Italie. Donc on n'est pas malheureux d'être arrivé toujours vivant pour la sortie de ce livre qui devait sortir cette année parce que c'est 2015, 1815, enfin on ne va pas répéter tout ça, c'était pas Marignan. Bref, cela dit, le sujet lui-même. Alors j'ai eu des connaissances, des amis qui disaient, mais enfin quelle mouche t'a piqué. On s'inquiète de Napoléon, on n'a pas idée, je ne savais pas ces tendances idéologiques-là, etc., etc. Et il a fallu expliquer, d'abord, que ce n'est pas un livre sur Napoléon, mais plutôt sur l'époque de Napoléon, c'est-à-dire ça concerne aussi bien ses amis que ses ennemis, tous les pays où son armée ou sa juridiction a traîné, etc. Et il y a eu, il y a peut-être 6-7 ans, une grande exposition en Allemagne, en partie à Mannheim et puis à Berlin, puis ensuite à Paris, qui s'appelait Napoléon et l'Europe. Et qui montrait un petit peu l'influence de cette période sur tout le continent. Et il est vrai que si on regarde la période qui est concernée ici, à savoir 1795, la fin de la terreur, le début du Directoire, jusqu'en 1815, Waterloo, eh bien ces 20 années ont totalement bouleversé l'Europe. Elle n'était plus jamais la même. La Suisse, on devrait en savoir quelque chose, le canton de Vaud en particulier. Et les historiens considèrent cette période comme le laboratoire des temps modernes. Alors il est évidemment passionnant de voir comment les dits temps modernes voient cette période et qu'est-ce qu'ils vont, dans cette vision, projeter, disons, quel type de regard ils vont jeter sur cette période selon le moment où on va, à travers l'audiovisuel, on va recréer en costume, on va parler de ces gens, ceux qui étaient pour, ceux qui étaient contre, avec un océan d'idées reçues, avec des hagiographies ou alors au contraire beaucoup de malveillance, avec quantité de jugements anachroniques. Et analyser cela à travers les films était une tâche absolument passionnante. Ça permettait, si vous voulez, de faire dialoguer 3 histoires, à savoir l'histoire, appelons-la napoléonienne si vous voulez, l'histoire du XXe siècle, fatalement, parce qu'on retrouve toutes les péripéties du XXe siècle dans les films traités dans ce livre, et puis évidemment, accessoirement, l'histoire du 7e art. Ensuite, pour le personnage lui-même, pas s'attarder, non, il ne s'agissait pas du tout, encore une fois, de faire une hagiographie. Ce qui me fascinait, c'est le mythe. C'est quand même le personnage historique, on peut dire, le plus célèbre au monde. Je veux dire, mettez votre main dans un gilet et puis un bicorne en papier sur la tête, et tout le monde sait pour qui vous vous prenez, même les fous. Donc, absolument tout le monde est au courant, et ce qui m'intéressait, c'est de savoir pourquoi est-ce que cet homme a tellement façonné, imprégné, non seulement la politique, l'urbanisme, tout ce qu'on voudra, mais en plus les arts, la littérature, pensez à Guérépé évidemment, la musique, pensez à Beethoven si vous voulez, et évidemment le cinéma et la télévision. Qu'est-ce qu'il y a derrière d'aussi fascinant, qu'est-ce qu'il y a d'aussi spécifique? Donc il y avait un objet d'étude très particulier, là, qui me semblait mériter un petit livre. Voilà. Ça, c'est pour, je crois que j'ai environ tout dit, j'aurais oublié peut-être une partie, mais qu'importe. Il faut qu'on passe au film que vous allez voir ce soir. J'ai choisi exprès un film qui est métrage normal, qui n'est donc pas les 5 ou 6 heures d'Abel Gans, ni même les 3 heures de Sacha Guitry, mais un film très intéressant qui s'appelle donc, comme vous le savez, Monsieur N. Pourquoi? C'est un film qui a passé en salle, mais les gens ne savaient pas ce que c'était, donc ils ne sont pas allés le voir. Une erreur de titre, je pense. Monsieur N, au fait, ça renvoie au fait que les Anglais avaient interdit à quiconque sur l'île de Sainte-Hélène de s'adresser à Napoléon avec son titre d'empereur.
et même tous les courriers, les paquets étaient automatiquement censurés ou détruits s'ils étaient adressés à l'empereur. Donc, Monsieur N, Mr. N, is nobody. Mais il était dans la tête de tout le monde. Voilà, ça c'est le point de départ et qui explique le titre. Ensuite, le film se déroule à deux époques. Et il y a une espèce d'aller-retour entre ces deux époques. Il faut simplement le savoir. Il y a, à une semaine près, 2 siècles exactement, que Napoléon débarquait à Sainte-Hélène, à savoir en octobre 1815, après Waterloo. Et l'autre période, c'est 1840. C'est quand le roi de France, Louis-Philippe, pour s'assurer un certain soutien populaire, va faire revenir le corps de Napoléon pour l'inhumer aux Invalides. Le film lui-même commence 6 mois après l'arrivée de Napoléon, en avril 1816. On arrive avec la frégate du nouveau gouverneur de l'île de Sainte-Hélène, à savoir Sir Hudson Lowe. Je ne vais rien, pas gâcher votre plaisir en vous disant que ce personnage va très mal finir. Il est exactement, d'après les témoins, comme il est à l'écran. Il sera ostracisé par ses compatriotes. Le duc de Wellington, le vainqueur de Waterloo, le traitera de sinistre imbécile, je dois tout dire. Alors, aux côtés de ce pauvre Sir Hudson Lowe, un jeune officier qui a existé, qui est le narrateur, le pivot narratif, si vous voulez, qui va enquêter, qui va s'interroger sur tout ce qu'il voit et ce qui se passe. Tous les personnages que vous allez voir à l'écran, absolument tous, ont existé. Et presque tous ceux qui étaient autour de Napoléon ou autour de Hudson Lowe, en revenant en Europe, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont écrit leurs mémoires. Donc on a des documents passionnants sur ces... Qu'est-ce que ça fait 6 ans, 1815-1821. Alors, il y a quelques petits personnages qu'il faut juste que je vous explique. Il y a un personnage très énigmatique, un Corse qui s'appelle Cipriani. C'était officiellement le maître d'hôtel de Napoléon, officieusement son agent secret, relation avec l'Europe. Certains historiens, ce que m'a raconté Jean Tullard, pense qu'il pourrait s'agir d'un frère illégitime de Napoléon. En tout cas, il était très très proche de lui. Et il est mort à Sainte-Hélène d'une maladie, on ne sait pas exactement quoi, et son corps a disparu. Plus jamais retrouvé son corps. L'autre personnage, plus central, c'est une demoiselle, une certaine Betsy Balcombe, une Anglaise. C'est la fille d'un agent de la Compagnie des Indes qui représentait les intérêts français à Sainte-Hélène. C'est une jeune fille assez, comment dire, on estimait très éhontée, qui a gagné la confiance de Napoléon, et Napoléon la voyait pratiquement tous les jours. Il l'appelait son rayon de soleil. Elle avait un privilège unique que n'avaient même pas les maréchaux et généraux qui étaient autour de lui. Elle pouvait entrer et sortir quand elle voulait. Elle le tutoyait. Elle l'appelait Boney, comme les appelaient les Anglais pendant les guerres dites napoléoniennes. Elle lui interdisait de chanter parce qu'il chantait faux, paraît-il. Et puis, on a vu Napoléon même à 4 pattes en train de jouer avec ses petits frères sous la table. Il y a des témoignages pour ça, c'est assez drôle. Et puis, lui-même l'aidait à faire ses devoirs de français. Elle parlait plus ou moins le français, elle baragouinait, elle l'apprenait comme tous les gens bien nés parlaient le français. Et puis lui-même avait, en 6 mois, avec Lascaz, son secrétaire, avait appris suffisamment d'anglais pour avoir des conversations et surtout pour pouvoir lire la presse anglaise. C'était les seuls journaux qu'on pouvait lire à Sainte-Hélène. Alors cette Betsy Balcombe devra quitter Sainte-Hélène après, je crois, 3 ans, sur ordre de Hudson Lowe, qui pensait que les Balcombe probablement passaient des messages en Europe, secrets évidemment. Puisqu'il y a même eu des ragots dans la presse anglaise sur les entrées et sorties de la petite Betsy chez Napoléon, qui d'ailleurs irritait hautement tout l'entourage. On l'appelait une fille très mal élevée, parce qu'évidemment, si on tutoyait un empereur, ça n'allait pas. Donc Betsy Balcombe est rentrée en Angleterre. Elle a vécu jusqu'en 1870. Elle a, bien sûr, aussi écrit ses mémoires de sa vie, des souvenirs du quotidien avec Napoléon.
qui est sorti à Londres en 1844 et qui a été un best-seller absolu. Il a été réédité constamment en Angleterre pendant tout le 19e. La dernière réédition du récit de Betsy Balcon date de 2014, à Londres. Il y a eu des pièces de théâtre, il y a eu des téléfilms, il y a eu même un feuilleton radiophonique de la BBC, etc. Elle-même est restée en contact avec la famille Bonaparte, puisque même Napoléon III, bien plus tard, autour de 1860, lui a fait cadeau de vignes en Algérie en remerciement pour tout ce qu'elle avait fait, comme elle avait égayé les derniers jours de son oncle. Alors, ici, 2-3 petits indices. Après, je vous fiche la paix. D'une part, l'année de la mort de Napoléon, 1821, Betsy Balcon va épouser un monsieur Abel, A-B-E-L-L. Authentique, aucun problème. Vous savez quel est, disons, l'insigne impérial qui a remplacé le lys des Bourbons? Une abeille. Ensuite, comment s'appelait la maman de Napoléon? Laetitia, voilà. Vous avez tout ce qu'il faut. Enjoy, on fait.